Thierry Messant, sous nos yeux. En 2005, il se passe beaucoup de choses au Liban. 2004-2005, il se passe beaucoup de choses au Liban. Manifestement, les États-Unis essayent d'entraîner la Syrie dans une intervention directe au Liban pour pouvoir, à leur tour, intervenir directement, officiellement, au secours de l'État libanais. Ça ne marche pas parce que Bachar el-Assad est un rusé renard qui ne se laisse pas prendre au piège. Les Israéliens, en 2008, louent des bases aériennes en Géorgie pour pouvoir frapper l'Iran et le programme nucléaire iranien. D'après Thierry Messant, c'est la vraie raison de la guerre d'Ossétie. En début 2009, il y a l'opération Plomb Durci, qui d'après Thierry Messant, en fait, est déclenchée par les Israéliens à la demande des Saoudiens qui veulent se débarrasser de la faction du Hamas qui est favorable à Téhéran. Par ailleurs, les Américains tentent une révolution colorée en Iran à l'occasion de la réélection d'Ahmadinejad. Un certain nombre d'États musulmans semblent être traversés par une sorte de vent de révolte qui est en partie l'effet des manipulations, des déstabilisations orchestrées par les réseaux des frères musulmans pour le compte des États-Unis. On va voir dans la foulée le coup d'état du général al-Sisi en Égypte, qui chasse les frères musulmans et qui fait basculer l'Égypte de la sphère d'influence qatari à la sphère d'influence saoudienne. Washington se charge de convaincre le président Ben Ali de quitter le pays, ce qui n'a pas dû être très difficile, à mon avis, ils l'ont appelé. Ce qui permet à Londres d'assurer le retour triomphal de Rached Ghannouchi, le leader local des frères réfugiés au Londonistan. La Tunisie sort de la sphère d'influence française et bascule dans la sphère d'influence anglaise. Donc il va y avoir une récompense en contrepartie de cette gentillesse française. Et la récompense, ça va être qu'on va rendre à la France la Côte d'Ivoire. Je vous propose de regarder un petit peu la chronologie de la destruction de la Libye, telle qu'il nous la raconte. Pour Thierry Messant, en fait, ce sont des snipers italiens qui auraient tiré sur les manifestants pour faire croire à une répression violente. 21 février, le cheikh Youssef Al-Qaradawi, dont on a déjà parlé, qui officie sur Al Jazeera, lance une fatwa appelant les militaires libyens à assassiner Kadhafi. C'est à ce moment-là que Kadhafi commet probablement l'erreur de trop. Il fait un discours, et dans ce discours, il promet des fleuves de sang aux djihadistes. Donc les médias occidentaux vont sortir ces paroles de leur contexte et prétendre qu'il menace son propre peuple. Un État a le droit de geler les biens d'un autre État, mais absolument pas de les utiliser pour financer un gouvernement bis, ça n'existe pas au monde international. Le 1er mai, la France, la Grande-Bretagne et le Qatar créent une nouvelle banque centrale libyenne et une nouvelle compagnie pétrolière qui travaillera avec Total et British Petroleum. Messant établit un lien entre l'arrestation à New York de Dominique Strauss-Kahn et ce qui se passe en Libye. Il estime que le directeur du FMI devait se rendre à Tripoli via Berlin avec un collaborateur de Merkel pour parler des expérimentations monétaires avec Kadhafi. Sujet comment se passer du dollar US et du franc CFA. Après la prise de Tripoli, l'OTAN nomme Abdelhakim Belhadj, ancien numéro 3, dit M. Messant d'Al-Qaïda, enfin ancien haut cadre d'Al-Qaïda, gouverneur de la ville. C'est comme ça qu'on lutte contre le terrorisme chez nous. On détruit des États souverains et on nomme des types d'Al-Qaïda à la tête des villes qu'on vient de prendre. On laisse des prédicateurs salafistes sévir en France. Pourquoi on laisse organiser une filière de recrutement au djihad dans nos prisons? Eh bien, la réponse est extrêmement simple. C'est parce que quand on a libéré la Libye sur les conseils de Bernard-Henri Lévy, on l'a confié à Al-Qaïda. Kadhafi, qui est négocié depuis Sirte son départ vers le Tchad avec des Israéliens qui devaient l'exfiltrer, tombe dans un piège. Quelle drôle d'idée aussi de négocier avec des Israéliens. Et il est assassiné dans des conditions épouvantables. La République arabe syrienne a représenté pour les Occidentaux, pour les Américains et leurs alliés, un morceau beaucoup plus dur à avaler que la Jamaïria libyenne. Le 18 mars 2011, il y a une manifestation de fonctionnaires à Dera. Il y a 4 morts, parce qu'en fait la manif a été détournée par des frères musulmans infiltrés. Foutre le bordel, compter sur la répression étatique,
Puis, à partir de là, créer un contexte où on peut attaquer l'État sur ses flancs les plus fragiles pour donner une impression de confusion générale. Bachar el-Assad est un bon tacticien. Il va faire exactement ce qu'il faut. Il ne va pas du tout ordonner une répression violente, contrairement à ce qu'on nous a dit. Il va mettre un terme à l'état d'urgence, car la Syrie vivait jusque-là sous état d'urgence à cause de son état de guerre, car elle était toujours en guerre contre Israël à cause du Golan. Il va dire, bon, dans ces conditions, j'annule l'état d'urgence, et je garantis le droit de manifester, et il interdit aux soldats de faire usage de leurs armes s'il y a un risque de tuer les civils. Le 6 juin 2011, 120 policiers sont assassinés. Ils ne font pas usage de leurs armes, vu les circonstances et l'interdiction présidentielle de mettre en danger la vie des civils. Ces 120 policiers assassinés sauvent la vie, en réalité, à des milliers et des milliers de Syriens, et sauvent la République arabe syrienne. Parce qu'à partir du moment où un truc comme ça se produit, la majorité de la population syrienne sait ce qui se passe en réalité. Elle comprend qu'en réalité, ce n'est pas le régime qui l'agresse, ce sont des gens qui agressent le régime en espérant que comme ça, le régime va se retourner contre la population. Pays occidentaux qui organisent en réalité cette agression. Le 25 mai 2011, l'Allemagne, la France, le Portugal, le Royaume-Uni tentent de faire adopter par l'ONU contre la Syrie les mêmes décisions que contre la Libye, mais ils échouent. La Russie, l'Inde, la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud s'y opposent. Le 7 juin 2011, France 24 diffuse une fausse interview de l'ambassadrice de Syrie en France, Lamia Chakour. Elle y annonce sa démission. Le ministre français des Affaires étrangères transmet la nouvelle, fausse donc, à tous les ambassadeurs syriens dans le monde, mais aucun ne tombe dans le panneau. La vraie ambassadrice fait immédiatement savoir qu'il s'agit d'un faux, et France 24 ne diffusera jamais de démenti. Le 4 juillet 2011, on retrouve notre ami Bernard-Henri Lévy qui organise une réunion au cinéma Saint-Germain-des-Prés avec Kouchner, qui est ministre des Affaires étrangères à l'époque, et Fabius, qui ne va pas tarder à le devenir, pour condamner le, entre guillemets, régime de Damas. Dans la salle se trouvait en toute discrétion un monsieur Alex Goldfarb, qui est le conseiller du ministre israélien à la Défense, et un monsieur Melem Droubi, qui est le responsable mondial des relations extérieures de la confrérie des frères musulmans, venu spécialement d'Arabie Saoudite. Le 29 juillet 2011, le colonel Riyad el-Assad, qui n'est pas du tout de la famille de Bachar el-Assad, c'est un homonyme, fait défection et crée l'armée syrienne libre. Alors apparemment c'est une opération conduite par la DGSE. Sarkozy reçoit le patriarche maronite M. Béchara Raï. Il lui explique que les frères musulmans vont être placés au pouvoir en Syrie. Bon, moi c'est simple, c'est clair. Que les chrétiens de Syrie et bientôt du Liban seront accueillis en France. Bon, enfin, je rappelle que ça s'appelle une épuration ethnique. Alors ça va très loin, d'après Thierry Messant. La DGSE accompagne les djihadistes qu'elle forme en lien avec la Turquie. Elle participe à l'attaque de Maloula, un village chrétien. Les forces spéciales françaises fournissent des missiles anti-chars Milan aux takfiristes d'une brigade, excusez-moi j'ai envie de rire, excommunication et migration. Officiellement, les Français en question étaient des déserteurs de la Légion, mais toujours d'après Thierry Messant, ils ont en fait été trouvés porteurs de mallettes de communication de l'OTAN. Après cette affaire, en avril 2012, la France fait une pause dans le conflit. C'est un peu embêtant d'avoir été pris la main dans le sac en train de soutenir des djihadistes fous qui égorgent les gens. Le mois de juin 2012 voit aussi les Russes faire remarquer que la plaisanterie commence à durer. Ils tirent 2 missiles intercontinentaux, sans charge militaire bien sûr, mais juste pour dire qu'ils savent le faire. Un depuis la Caspienne et l'autre depuis un sous-marin situé en Méditerranée. Qu'une partie de l'oligarchie américaine, celle qui n'est pas en fait entre les mains du gouvernement profond, entre les mains du gouvernement de continuité, a essayé de mettre un terme à l'affaire de Syrie, et que l'autre partie du gouvernement américain, la partie belliciste, avec Mme Clinton en figure de proue, a décidé que si on allait continuer. La guerre de 4e génération peut endommager l'État qu'on veut détruire, mais elle ne peut pas le détruire. À un certain moment, il faut y aller physiquement, militairement sur le terrain.
Le 6 juillet 2012 se tient la 3e conférence des Amis de la Syrie à Paris. François Hollande, qui n'en rate pas une, d'après ce qu'a l'air de dire Thierry Messant, se fait prendre en photo à côté d'un monsieur Abou Saleh, présenté comme un journaliste de France 24, qui s'avérera aussi avoir été un des tortionnaires de Baba Amr, participant au tribunal révolutionnaire qui a donc décidé de l'égorgement de 150 civils chrétiens et alaouites. Alors c'est une attaque générale contre la Syrie, elle est menée par 40 000 mercenaires venus de tout le monde musulman. Le 18 juillet 2012, il y a une explosion qui détruit le Conseil national de sécurité syrien. C'est un attentat ou une frappe depuis un drone, on ne sait pas. Le 24 juillet 2012, le roi d'Arabie récompense le prince Bandar bin Sultan pour l'attaque de Damas. Il le nomme chef des services secrets saoudiens, mais ce brave homme aura quelques problèmes ensuite, puisque 4 jours plus tard, le 28 juillet 2012, son bureau explose. Et il va rester hospitalisé pendant un an, il ne pourra jamais vraiment reprendre ses fonctions. Laurent Fabius déclare, le 17 août 2012, « Je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire. Monsieur Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur Terre. » 12 décembre 2012, Laurent Fabius, qui s'insurge publiquement contre le classement par la Maison-Blanche du Front al-Nosra, c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie en fait, parmi les organisations terroristes, et qui déclare « Tous les Arabes sont vent debout contre cette décision, parce que sur le terrain, ils, Al-Qaïda, font du bon boulot. » À partir de 2013, comme la République arabe syrienne continue à ne pas tomber, avec un plan américain, l'État islamique, et une tentative d'intervention directe, un plan français. Courant du mois de mai 2013, le sénateur McCain rend visite à l'opposition syrienne, comprendre les djihadistes. L'opération américaine est préparée d'abord par une suite d'évasions dans des prisons remplies de djihadistes. 500 à 1000 détenus s'évadent des prisons d'Abu Ghraib et Taj en Irak le 23 juillet 2013. Le 27 juillet, 1117 détenus s'évadent de la prison de Kouafia, près de Benghazi en Libye, et que le même jour, 243 talibans s'évadent de la prison de Dera Ismail Khan dans la zone tribale pakistanaise. Le front al-Nosra, qui est soutenu par les Français et les Turcs, fait la guerre à l'État islamique en devenir, qui est soutenu par les États-Unis. Fourniture d'armes ukrainiennes en grand nombre, prise de contrôle d'une vaste zone à cheval entre l'Irak et la Syrie pour couper la route Beyrouth-Damas-Bagdad-Téhéran et faire sauter la frontière irako-syrienne. Donc ce sont des djihadistes qui sont pratiquement renouvelables à l'infini, puisqu'ils sont issus des basses classes du monde musulman, d'un monde musulman qui est en pleine expansion démographique, où il y a des millions de jeunes gens qui ne savent pas quoi faire. C'est une infanterie légère qui va vite, d'autant plus que son armement l'attend souvent sur place, là où elle doit combattre. D'où viennent en tout cas les djihadistes à proprement parler, de filières de recrutement, qui sont publiques en Tunisie et en Afghanistan, qui sont plus discrètes au Maroc ou au Pakistan. Il y a une filière de recrutement en France, elle est située dans les prisons. Leurs chefs sont équipés de mallettes de communication OTAN, nous dit Thierry Messant, sur lesquelles ils peuvent recevoir en temps réel les images satellites des déplacements de l'armée arabe syrienne. Les ex-officiers de Saddam gardés dans l'armée irakienne se vengent du pouvoir chiite en donnant à Daesh les clés d'une partie du pays. Certains officiers chiites trahissent aussi et se réfugient aux USA. En septembre 2014, il y a des purges au sein de Daesh. Le calife fait exécuter plusieurs officiers maghrébins. Ils sont remplacés par des Tchétchènes et des Ouïghours. Au même moment, des camps d'entraînement de djihadistes syriens seraient installés en Géorgie. L'Arabie saoudite vient de prendre la tête d'une coalition contre les rebelles houthis au Yémen. Le conflit yéménite prend des proportions tout à fait inattendues. D'après lui, l'Arabie saoudite aurait fait usage de plusieurs bombes atomiques tactiques, qui auraient été achetées à Israël par la famille Saoud à titre privé. Et comme Israël n'a pas signé le traité de non-prolifération, effectivement, c'est d'une certaine façon possible. L'intervention russe et la contre-attaque de l'armée arabe syrienne. Il dit que la Russie a installé à l'attaquer un système inhibiteur des contrôles et commandes de l'OTAN. L'Alliance devient sourde et aveugle dans un rayon de 300 km. Le même système serait déployé en Crimée et à Kaliningrad, ce qui effectivement ferait potentiellement de la Russie la première puissance conventionnelle du monde. Dans les mois qui suivent l'intervention russe, l'armée arabe syrienne recommence à gagner du terrain.
Le front al-Nosra n'arrête plus de reculer. Daesh est de plus en plus en difficulté. Une fête est célébrée à Palmyre le 6 mai 2016 pour fêter la victoire russo-syrienne en cours, après la libération de la ville. Messan rappelle que la Chine a lancé un grand projet de nouvelle route de la soie, qu'elle investit dans de nombreuses régions du monde. Il signale le projet qui vient d'être conclu de doublement du canal de Suez. Le bombardement conduit en Syrie au début de l'administration Trump ne serait que poudre aux yeux, qui est simplement destiné à faire taire les critiques en interne et qui n'a posé aucun problème réel à l'armée arabe syrienne. En réalité, en coulisses, l'administration Trump aurait transmis à l'armée russe les plans des installations souterraines construites pour les djihadistes par les ingénieurs de l'OTAN et avec les moyens, l'appui technique de la multinationale Lafarge à Deir ez-Zor. L'armée arabe syrienne vient de reprendre Deir ez-Zor, ce qui est une victoire probablement décisive, puisque même l'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, a déclaré la chose suivante: l'opposition syrienne doit accepter qu'elle n'a pas gagné la guerre. Donc c'est en résumé un désastre absolu pour les puissances impérialistes qui ont participé à l'opération, en tout cas pour l'instant et sauf rebondissement de dernière minute. Les Turcs ont promis en Libye de mobiliser la population de Misrata, qui est composée en grande partie d'anciens soldats juifs de l'Empire ottoman, de nomades partisans des jeunes Turcs. Et en Syrie, les Turcs s'engageaient à mobiliser les populations turkmènes contre Damas. Et en échange, Paris s'engageait d'une part à soutenir l'entrée de la Turquie en Europe, et d'autre part à favoriser une solution de la question kurde préservant l'intégrité du territoire turc, tout simplement en créant un Kurdistan en Syrie du Nord, dans lequel les Turcs auraient pu jeter en quelque sorte des populations kurdes qu'ils auraient chassées de chez eux, en pratiquant donc une épuration ethnique à grande échelle. Erdogan donnait une prime aux Syriens qui venaient se réfugier chez lui, il espérait tout simplement les attirer chez lui, et puis, dans le vide créé, rejeter les Kurdes pour les expulser de Turquie, donc c'est une sorte de double épuration ethnique, un transfert de population forcé. Il y a des gens en Turquie, mais aussi au passage en France, qui sont tout simplement passibles de quelque chose comme ce qui pourrait s'appeler un jour le tribunal international pour la Syrie. Monsieur Messan prétend que le représentant spécial de Ban Ki-moon et ancien secrétaire général d'Amnesty International, Ian Martin, aurait organisé le transfert de 1500 djihadistes de la Libye vers la Turquie. Officiellement, ce sont des réfugiés. À leur arrivée en Turquie, ils sont transférés en bus jusqu'en Syrie, où ils constituent la première unité de l'armée syrienne libre sous commandement français. La contrebande de brut de Daesh, le pétrole, acheminé en partie via oléoducs contrôlés par le gouvernement kurde ou par camion-citerne vers la Turquie, raffiné en partie en Turquie pour la consommation intérieure turque, la majorité est transportée en Israël où le pétrole reçoit de faux certificats de provenance, puis de là vers diverses destinations, en partie la France, en partie l'Ukraine. Le dispositif est évoqué au Congrès mondial des compagnies pétrolières à Moscou du 15 au 19 juin 2014. Il semble que l'Aramco, USA Arabie Saoudite, écoule le pétrole de Daesh, tandis qu'ExxonMobil, Qatar, et notoirement à l'époque encore une société contrôlée par le groupe Rockefeller, écoule celui d'Al-Nosra. Le 15 et le 16 novembre, lors du G20 à Antalya, Vladimir Poutine l'attaque frontalement. Il lui rappelle qu'il ne sait pas bien d'acheter et de revendre plus cher du pétrole de Daesh. Erdogan nie avec aplomb, et à ce moment-là, les Russes produisent des images satellites des camions qui font la contrebande à la frontière turque. Le 24 novembre, il se passe un événement qu'on n'arrive toujours pas à décoder. La Turquie abat un avion russe sous prétexte qu'il aurait pénétré en territoire turc, ce que Moscou conteste. Sanctions économiques russes en retour. On ne sait pas qui a décidé en réalité d'abattre cet avion russe ni pourquoi. Ça peut très bien être une partie de l'armée turque qui a, sur commande des États-Unis, essayé de provoquer quelque chose. Le 15 juillet 2016, tentative d'assassinat, quelqu'un veut le tuer, raté.
Ceux qui avaient commandité l'assassinat décident alors de tenter un coup d'État, mal préparé. D'abord, il nous dit que l'opération a été planifiée dès 2013, au cours d'une réunion du Bilderberg au Royaume-Uni, où le leader de l'industrie lourde allemande, un monsieur Ulrich Grillo, a proposé de faire venir 800 000 migrants en Europe pour disposer d'une main-d'œuvre bon marché. Je pense que c'est aussi l'occasion de faire rentrer en Europe pas mal de types qui peuvent un jour, malheureusement, permettre de diriger contre un pays européen qui se révolterait contre l'ordre mondialiste voulu par une partie des classes dirigeantes américaines, et bien de déclencher des opérations du type de celles déclenchées en 2014 en Irak par le sénateur McCain et quelques-uns de ses amis avec la création de Daesh. Le capitalisme occidental est en guerre. On a des multinationales qui ont travaillé avec Daesh, on le sait, Lafarge, Caterpillar et Toyota, d'après Thierry Messant. Qu'est-ce que c'est Daesh? C'est le début d'une phase de guerre totale consécutive à l'écroulement de l'ordre capitaliste international, qui provient probablement de la conjonction d'intérêts régionaux de l'État d'Israël et d'intérêts géostratégiques globaux des États-Unis qui tentent en fait probablement d'empêcher l'ouverture des routes de la soie voulues par Pékin.